Pas de transition. Alors, je vais me livrer aussi à l'exercice. Vous allez voir que on va peut-être entrer dans des batailles de chronologie, mais on va commencer par le commencement. La question qui nous était posée était de savoir où nous étions historiens avec l'histoire et avec ce qui surgit, ce que l'événement nous propose comme type de réflexion et comme travail, comme chantier à ouvrir. Comme le professeur Septi, je me suis dit qu'il fallait, pour savoir ce que cela change, il faut d'abord savoir d'où l'on part et où l'on se situe. Donc je vais commencer par vous tracer de manière un peu large la manière dont moi j'accède à cette question. On peut dire qu'en tant qu'historienne, j'étais dans ce que l'on pouvait appeler une sorte de zone obscure de l'histoire du monde arabe, chronologiquement et thématiquement, puisque je travaillais sur l'entre-deux-guerres au Proche-Orient, Syrie-Liban. Elle n'est évidemment pas obscure ni inconnue cette période, mais elle était éclipsée, je dirais, par un intérêt accru pour des périodes postérieures ou pour des périodes antérieures. Dans cette situation, travailler sur une période qui s'étend de 1908, Révolution jeune turque, au début des années 40, relevait d'une forme de difficulté à faire entendre l'intérêt que j'éprouvais ou que je voulais susciter pour les sociétés du monde arabe et en particulier pour leur histoire intellectuelle. Il faut dire que cette période est une période où à la fois beaucoup de choses se passent, mais peu d'événements surgissent et intéressent, comme par la suite, l'ensemble du monde, disons. Et puis, il faut dire aussi que cette période était une période sur laquelle l'histoire intellectuelle semblait, vue de loin, un peu morose, un peu entre-deux, comme on appelle cette période, l'entre-deux-guerres. Et déjà, choisir de commencer en 1908, c'était, alors dans la situation, de la même manière que pour le professeur Septi, on est des historiens à l'intérieur d'universités, de courants de pensée. Alors la mienne, c'est l'université française. Il s'agissait déjà de décaler la chronologie, et je vais essayer de le démontrer, qu'il fallait commencer en 1908, moment de la Révolution jeune turque, pour comprendre comment des sujets ottomans, à l'intérieur de l'Empire ottoman, transformaient leur propre société. Donc, à partir de là, je voudrais dire que ce qui m'intéresse, ce qui m'a intéressé déjà au moment de ce travail-là et qui continue de m'intéresser, c'est de comprendre, je dirais, les couleurs que prennent les périodes. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que dans la mesure où mon travail était fortement inséré dans une perspective d'histoire des aires culturelles, ou ce qu'on appelle les aires culturelles, il n'était jamais très loin de l'histoire des empires coloniaux. Et la question, ces questions, comme les questions de périodisation, de chronologisation, devenaient à étudier en soi, donc à travailler comment on peut transformer ces périodisations, comment on peut distinguer différentes périodes. C'est ce que vient de faire le professeur Septi à propos des révolutions en cours. Et je crois que c'est un des enjeux de la question qu'il nous est posée aujourd'hui, savoir comment est-ce qu'on travaille avec le temps sur le présent. Donc chacun, avec les pressions qu'il subit, qui ne sont pas les mêmes pour moi, pour le professeur Septi, avait à travailler ces questions-là et à les poser un petit peu autrement. Moi j'appelle ça choisir ses balises. Pour moi, cette balise était dans l'expérimentation des années du début du siècle, de 1908 à 1920, disons, et dans ce temps de la séparation de l'Empire ottoman. Empire ottoman qui était devenu, dans les études historiques, une forme de classicisme, toujours considéré comme le temps du déclin, comme le temps de la fin de quelque chose. Et donc redonner à cette fin de l'Empire ottoman une dynamique, une capacité à produire de l'événement, précisément, à produire de l'histoire, était déjà, me semble-t-il, un enjeu que je n'avais pas décidé de défendre
toute seule dans mon coin, mais qui m'était apparu évident à la lecture des travaux des intellectuels de l'époque. J'ai tendu aussi l'oreille à des questions de transformation sociale à partir de ce travail sur les intellectuels, et en particulier aux questions de professionnalisation des métiers intellectuels que je vais retrouver sur des questions contemporaines. C'est pour ça que je l'évoque. Enfin, une autre question qui m'est apparue fondamentale dans mon travail, c'est celle des générations, qui est pour moi une tentative de compréhension du lien entre justement une époque, un temps, et, disons, une collectivité humaine, un ensemble humain qui peut prendre une forme effectivement nationale, mais aussi beaucoup plus large, ou au contraire beaucoup plus petite. Donc la constitution des systèmes d'appartenance est, disons, le terrain à partir duquel j'aborde le contemporain. Alors venons-en à la manière justement dont les événements de 2010-2011 ont pu transformer mon approche, ou ont pu éventuellement nourrir mes questionnements. Il faut dire que ma situation est assez particulière, puisque j'avais cessé de faire de la recherche et que j'avais décidé de tout simplement arrêter de faire de l'histoire. Et donc la première chose qu'il faut que je dise, c'est que les révolutions arabes m'ont redonné envie de travailler. Donc c'est quand même assez décisif comme influence. Alors pourquoi ? Comme je le disais, cette ornière, cette façon de ne pas pouvoir expliquer l'intérêt qu'il y avait dans le champ dans lequel je travaillais à travailler simplement sur les sociétés arabes devenait quelque chose comme un empêchement réel. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Si je caricature, ça signifiait que, et vous le savez, il fallait lier toute question qui abordait le Proche-Orient à toute une série de topos, de topoïs, comme vous l'avez évoqué, qui sont la question féminine, la question palestinienne, qui n'existent toutes bien sûr, hein, là, c'est pas, ou des questions géopolitiques. Et tout en abordant ces questions-là, je les abordais de manière, disons, plus endogène, et je trouvais que ça devenait relativement difficile, si ce n'est impossible, de trouver de l'espace pour cela. Quand j'ai repris en 2011, c'était avec le sentiment que, à présent, il fallait plus baisser les bras et qu'il était devenu absolument nécessaire de revenir à l'étude des sociétés. Donc dès 2011, j'ai écrit un article pour le mouvement social, Revue d'Histoire, qui m'a invité à un étrange exercice qui était d'écrire en historienne sur ce que j'avais observé en Tunisie dans les semaines et les mois qui précédaient. Cet article s'appelle « Une lecture de la révolution tunisienne », simplement. Et il posait, à partir de là, j'ai commencé à poser des questions à l'événement. Et il m'est apparu que dans l'immédiat des révolutions, les historiens étaient souvent appelés à comparer, et à comparer avec d'autres révolutions. Comparer avec 1848, avec 1989, parfois, rarement, avec 1908 ou avec la Révolution américaine, toutes sortes de comparaisons. Et pourtant, moi, à vivre de loin, à suivre ce qui se passait, j'avais l'impression exactement inverse. C'est-à-dire que la révolution tunisienne m'apprenait plus sur les autres révolutions passées que je ne pouvais, moi, nourrir de mon savoir historique la révolution tunisienne. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça signifie que ça faisait apparaître des pleins et des vides. C'est ce que j'appelle des pleins et des vides, c'est-à-dire des choses qui, dans le récit des révolutions précédentes, avaient pris une place fondamentale, des questions de mécanisme, de causalité, de fondement et de périodisation précisément, qui dans le moment où on vivait cette période révolutionnaire, ne m'apparaissait pas, évidemment, puisque c'était le présent comme très clair, mais surtout mettait sous un autre jour plusieurs choses. D'abord, la production de lutte, c'est-à-dire la manière dont concrètement se mettaient en place les luttes,
la manière dont elle se diffusait, dont elle entrait dans les profondeurs de la société. Et puis, elle mettait en jeu aussi, et c'est peut-être aussi le propos d'aujourd'hui, la manière dont les sciences sociales, et dont l'histoire en particulier, pouvaient jouer un rôle, alors de manière directe, hein, dans le soulèvement, mais aussi dans la manière de prêter l'oreille à ce qui était en train de se jouer. Donc cet événement a produit de nouveaux questionnements sur ces pleins et les vides, auxquels il faut ajouter les pleins et les vides de la documentation. Susceptible à rappeler, nous autres historiens, si nous n'arrivons pas avec notre stock d'archives et nos cartons et nos corpus, nous sommes considérés comme peu sérieux et peu intéressants. Et on voyait sous nos yeux de la production d'archives en train de se faire. Voilà, ce type d'image et ce type d'insaisissable moment où l'archive nous échappe me paraissait devoir aussi être interprété. L'autre question qui est devenue de plus en plus importante pour moi, c'est la manière dont la période révolutionnaire travaille le rapport qu'on a à la vérité et à la preuve. C'est toujours une question difficile pour un historien. Il y a des très grands historiens qui ont travaillé là-dessus, en particulier je pense à Carlo Ginzburg qui a écrit un texte majeur sur la question de la preuve en histoire. Mais il me semble que justement, elle est ici en ce moment, dans le monde que nous partageons, très mise à l'épreuve, et elle semble aussi devoir être affrontée de manière un peu spécifique par l'historien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que, comme vous le voyez certainement, on a assisté à des moments d'effervescence, d'explosion révolutionnaire, où dans l'immédiat se produisait ou s'écrivait un événement, un événement. La lecture des faits, ensuite, dans un deuxième temps, a eu tendance à vouloir, c'est ce que vous évoquiez, trouver des interprétations, des compréhensions, et s'ensuit toujours, à mon avis, un moment de très grande indistinction des interprétations, de très grande indistinction des modalités de la preuve. L'établissement des faits, comme qui dirait, devient un exercice de plus en plus difficile. Et là aussi, je vais essayer de revenir là-dessus. Ce qui était en 2011, pour moi, une forme de rêverie, cet article, de rêverie sur les révolutions, est devenu de plus en plus une interrogation plus inquiète et probablement plus engagée sur la production du sens dans des situations qui flirtent parfois avec la guerre civile. C'est-à-dire que si d'abord, il m'a semblé, avec une sorte d'excitation, de fascination, il m'a semblé fascinant de suivre en vrai une révolution. Pour une historienne, il y a aussi quand même cette joie-là, en plus, évidemment, dans mon pays. Par la suite, je me suis beaucoup interrogée sur la manière dont, sur le rôle qui nous était assigné en tant que producteurs de sens dans cette grande compétition de la production de sens. Et la manière à la fois dont on peut, nous, avec sérieux, exercer notre métier, et la manière dont on peut aussi agir dans une production multiple de discours. Vous le savez, la mode est à la production de récits, aux narratives. Alors chacun arrive avec son récit des révolutions arabes, de la situation actuelle, etc. Et nous, sans entrer justement dans ce travers de la production de récits pour simplement produire du récit, il nous faut malgré tout bien savoir que quand on écrit une histoire, on écrit une histoire. Donc c'est aussi, je pense, ce que vous évoquiez au début, avec la formation historique qu'on a eue, qui avait tendance à nous détacher de cette production de récits et à dire, ah non, l'histoire c'est autre chose, c'est l'attachement aux objets, l'attachement au temps long, etc. On est, face au surgissement, me semble-t-il, de ces moments-là, contraint au moins de s'interroger sur cette production de récits. Ça met en cause des expressions comme l'histoire donne raison à,
ou ce genre de choses, hein, donc à qui l'histoire donne-t-elle raison aujourd'hui. Disons que je riais beaucoup de cela avant, c'était des choses qui me paraissaient derrière moi, en me disant, après tout, nous autres historiens, nous n'avons pas à donner raison ou tort à qui que ce soit. Aujourd'hui, j'en ris un peu moins, et il me semble que, voire beaucoup moins, il me semble qu'il nous faut choisir nos balises et nos bagages pour écrire l'histoire. Alors comment j'ai choisi moi-même mes balises? Je les ai choisies à partir de ce que je connaissais le moins mal, disons, pour me mettre en terrain de moins grande insécurité, et puis évidemment en fonction de ma sensibilité et de mon engagement personnel. J'en suis revenue à des questions que j'ai déjà évoquées, qui sont celles des générations, pour commencer. Il a été question tout à l'heure hein, de chronologie, de modélisation, de différenciation entre différents espaces de la région, voire je prendrai la région au sens large, hein, en incluant y compris le nord de la Méditerranée, bien souvent. Moi, il m'a semblé d'emblée que l'un des biais pour entrer dans cette période, c'était celle des générations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, la présence sur laquelle on peut assez facilement ironiser de cette jeunesse. Moi, je prends au sérieux la question de la jeunesse. Elle est, à mon avis, décisive. Je pense que ceux qui parfois cherchent à rendre cet objet inutile, séduisant pour être séduisant, le font parce qu'ils ne veulent pas, enfin oui, pour des raisons d'autres, ne cherchent pas à affronter cette question-là, qui est le monde commun de la jeunesse méditerranéenne, disons, aujourd'hui, et de la jeunesse arabe en particulier. Ce monde commun, il fait revenir des questions sur lesquelles je suis passée rapidement, comme par exemple la question palestinienne. Il fait revenir aussi d'autres questions, comme l'usage d'une certaine culture un peu pop. Mais ce qui a été surprenant et ce qui est intéressant à observer, c'est la manière dont tous ces éléments communs ont été mobilisés dans les moments révolutionnaires pour produire un langage révolutionnaire propre. Je ne dis pas nouveau, il n'est pas forcément complètement nouveau, mais en tout cas il est propre, il est singulier, et il se partage. Ce mot n'est pas innocent, parce que c'est effectivement la manière dont on fait sur les réseaux sociaux circuler des objets. Donc, ce type de lien par le partage d'outils et par le partage de langage est une des caractéristiques de cette génération. Et il est certain que même si on ne voulait pas parler de génération, les événements par eux-mêmes constituent des générations. Quelle que soit la seconde ou la troisième ou la quatrième phase qu'on pourra appeler post-révolutionnaire, même si moi je pense qu'on est encore dans un temps révolutionnaire, ce sentiment d'appartenance à la génération des révolutions arabes est là, pour en tout cas cette génération. Ça, c'est la première chose, et il me semble que ça permet aussi de travailler à partir de cette question de génération, de ne pas isoler l'événement révolution. C'est-à-dire que cette génération, elle existe avant, et elle existera probablement encore plus après. Mais elle existe déjà avant, puisque ce sont par des procédés éprouvés auparavant, par des liens que chacun savait partager, que par la suite, tout le monde, disons, une partie de cette jeunesse s'est reconnue dans ce qui a émergé dans les rues de Tunis ou dans les rues du Caire ou dans les rues de Daraa en Syrie. Donc c'est aussi un moyen, et ça je voudrais beaucoup insister là-dessus, parce que dès qu'on commence à modéliser, disons, de l'extérieur des situations nationales, ce qui est évidemment légitime et pas faux, on perd de vue cette proximité fondamentale entre ce qui émerge dans les différents pays à partir de décembre 2010. Parmi ces proximités, il y en a une sur laquelle je travaille plus spécifiquement, c'est celle des langages et des langues de la révolte,
pour des raisons diverses, j'ai commencé à travailler sur des questions de langue dans le monde intellectuel arabe. Et cette interrogation s'est trouvée modifiée par la manière dont j'ai vu circuler des mélanges linguistiques, des compréhensions implicites, des références partagées, alors qu'elles s'ancraient dans ce qu'il y a de plus local dans le langage, c'est-à-dire les dialectes, les mélanges de langues européennes avec des langues, avec la langue arabe ou les dialectes arabes, etc. Et ça, c'est une observation que j'ai commencé à faire bien avant les révolutions, mais qui me semble-t-il, quand on voit évidemment comment les slogans sont réinterprétés de lieu en lieu, mais aussi comment les musiques circulent dans des langues qui sont extrêmement locales, et comment chacun s'approprie ces langues là où il est. Donc ça, c'est un objet qui me semble être une entrée intéressante. Elle est aussi intéressante, pas simplement par l'observation de l'immédiat, elle est intéressante parce qu'elle convoque une mémoire de la langue du politique dans le monde arabe. On est là dans une table ronde, qui n'est pas ronde, de présentation bilingue, dans des journées où on a décidé de laisser chacun s'exprimer dans la langue dans laquelle il est le plus à l'aise. Et je pense que c'est une dynamique qui est très contemporaine, qui correspond à un temps où on peut faire ça. Il me semble plus difficile de le faire justement dans la période sur laquelle moi j'ai travaillé, et encore plus dans les années postérieures, où parler une langue signifiait quelque chose de ce que vous vouliez dire. Et là, je crois que le détachement et l'utilisation, l'instrumentalisation des langues, je ne saurais pas encore aujourd'hui dire exactement comment ça se modifie, mais c'est quelque chose, me semble-t-il, sur lequel il faut travailler à partir évidemment des questions ici très largement au Maghreb, des politiques d'arabisation postcoloniale, mais aussi des stratégies que moi j'appelle de désarabisation, mais je sais que c'est un peu violent, mais quand même des élites arabes qui scolarisent dans d'autres langues leurs enfants, etc. Donc toutes ces questions-là, aujourd'hui, me semblent devoir être étudiées à la lumière de ce qui s'est passé et à la lumière de l'entrée éventuellement dans un âge de démocratie plus grande, de discussions plus larges, de sociétés qui sont en train d'apprendre à mieux se connaître. Sur la question de la chronologie, j'ai dit tout à l'heure que on est dans un temps où chacun produit des narratives. J'aime mieux le garder en anglais parce qu'en français ça marche moins bien. Donc ça signifie que ces narratives, ce sont en général des histoires faciles à comprendre. On pourrait même aussi considérer que parfois ça constitue des sortes d'écrans de fumée pour la réalité. Aujourd'hui, sur la révolution arabe, il y en a essentiellement, disons deux. Il y a celles qui simplifient, qui vont justement utiliser les saisons ou les temps des révolutions pour nous dire bon, c'est très simple, c'était bien au début et c'est terrible, maintenant c'est pas bien, sauf en Tunisie où tout va bien. Donc ça c'est la première vision un peu journalistique. Et puis il y a aussi ce qui est très très répandu, c'est la narrative du complot. Donc on vous l'avait bien dit depuis le début, tout ça, ces révolutions, c'était rien du tout, c'était alors au choix, qui vous voulez, les Américains, les Iraniens, les Russes. Voilà, donc ça c'est les mécanismes de simplification qui sont, enfin j'en ris, mais c'est effectivement à l'œuvre. Et donc c'est le temps du discours dans lequel nous situons. Alors comment arriver à sortir de là ou à proposer autre chose? Je crois quand même qu'en tant qu'historien, on a quelques éléments où on peut regarder plus précisément certains éléments de ces révolutions et essayer de donner quelques pistes. Je viens de l'évoquer au sujet des générations et de la question des jeunesses arabes.
On pourrait avoir d'autres éléments de réflexion. Je pense par exemple à... Il m'a toujours semblé que quand on parlait des temps contemporains dans le monde arabe, on avait tendance à essentialiser d'une manière très particulière le monde arabe, c'est-à-dire à dire, je pense par exemple à des livres sur la violence dans le monde arabe, à des livres sur, bon, évidemment, les confessions, etc., ou le rôle de la religion, mais on évite un certain nombre de fils narratifs. Il y a un fil narratif qui, moi, me paraît intéressant, c'est celui, par exemple, des émeutes de la faim, hein, ce qu'on avait appelé les émeutes du pain, au milieu des années 80, dans toute la région, qui lie de manière directe, évidemment, les évolutions sociales dans la région et les politiques du Fonds monétaire international et de l'Organisation mondiale du commerce, et qui font intervenir de manière directe ces instances dans la gestion politique des autoritarismes locaux. Qu'est-ce que ça signifie? On passe d'un moment de paternalisme post-indépendance à des moments où s'imposent des politiques libérales à l'intérieur de ce même système de gouvernement autoritaire. Ça a l'air un peu abstrait comme ça quand on en parle, et c'est évidemment pas du tout abstrait pour les personnes qui ont vécu et qui vivent sous ces politiques-là. Donc ça veut dire que c'est une ligne de politiques libérales qui ont aggravé bien évidemment les situations humaines et sociales dans la région, mais c'est aussi une ligne de construction de lutte. C'est plus facile, disons, de voir la ligne politique, puisqu'on a bien souvent privilégié l'histoire politique, mais si on prend justement cette question des révolutions et on essaie de retracer les parcours des gens qui ont participé aux révolutions arabes, et je pense en particulier aux leaders syndicaux ou même aux leaders des partis politiques d'opposition, on peut voir que cette période du milieu des années 80 est une période extrêmement importante pour la constitution de ces luttes. Je crois que ça a été dit assez souvent, peut-être pas assez, mais il est évident que les révolutions qui ont eu lieu en Tunisie, en Égypte et ailleurs, se sont articulées entre, disons, une sortie dans la rue d'un certain nombre de jeunes qui voulaient en découdre avec le régime et des mouvements sociaux qui avaient commencé bien avant. Ceci, non pas pour dire que les révolutions ont été faites par les uns ou par les autres, mais pour essayer de comprendre comment on peut redonner à cette histoire disons, une dimension ou une chronologie propre qui ne l'isole pas. C'est pas dire c'est complètement local, vous voyez bien, c'est depuis les années 80 qu'on voit émerger là, mais c'est bien les resituer aussi dans la libéralisation progressive des politiques et dans ce qu'on appelle communément la globalisation. Et c'est là aussi qu'on voit la parenté probable avec ce qui se produit aujourd'hui aussi en Europe. Voilà une proposition, je ne suis évidemment pas la seule à la formuler, il y a des historiens qui travaillent sur ces questions-là, et en particulier, bien sûr, ceux qui l'ont aperçu le plus vite, c'est ceux qui travaillaient sur les mobilisations syndicales, aussi bien en Tunisie, surtout en Tunisie et en Égypte, d'ailleurs. Dernière chose que j'avais annoncée dans mon titre et qui me semble être importante, c'est cette fameuse question de la transition. Pourquoi est-ce que j'ai voulu l'évoquer dans le titre? C'est que c'est aussi un des outils avec lesquels nous sommes d'interpréter la situation actuelle. Je crois qu'en historien, on est moins... disons qu'on est on a moins tendance à utiliser ces catégories-là et à chercher à modéliser, puisque c'est pas forcément notre objet premier. Mais en tant que telle, la transition m'intéresse dans la période, disons, post-événement révolutionnaire, parce qu'elle nous met face à des questions qui sont celles de la normalisation et celles donc, que je retrouve de la professionnalisation. Alors qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est-à-dire que on est, et ça c'est une question qui vraiment m'intéresse dans le contemporain, face à une professionnalisation des formes, y compris d'engagement
et de militantisme. Ce lot de critères qui sont fixés par ce qui peut passer, alors ce qui peut passer aux yeux des électeurs, mais ce n'est pas forcément le premier objet, mais aussi aux yeux de ceux qui tiennent les cordons de la bourse, ils peuvent éventuellement financer ou aider des gouvernements post-révolutionnaires. C'est, me semble-t-il, un des axes selon lesquels on peut essayer de comprendre comment des États qui ont connu, enfin des pays qui ont connu des révolutions fortes, peuvent par la suite se mobiliser pour des demandes de sécurité et de normes, donc de normalisation aussi fortes. Il me semble que dans cette distance-là, il y a quelque chose qu'il faut tenter d'élucider. Pourquoi est-ce que, par exemple, en Tunisie, une des demandes qui semble partagée, enfin qui en tout cas est audible, est celle d'un gouvernement dit de compétence. Hein, j'ai vu que c'était aussi le mot qui était utilisé pour le gouvernement marocain. Hein. Trouver des compétences par les militants, dans votre article, hein, les militants marocains disent « Nous, on n'a pas à trouver de solution, il nous faut des gens compétents ». C'était ce que... Mais on reviendra là-dessus, mais vous citez un militant qui dit ça, ça m'a beaucoup intéressé de voir dans quelle mesure, qu'est-ce que c'est qu'une compétence, qui est-ce qui est capable de gérer une transition, ce qu'on appelle une transition démocratique. Donc toutes ces logiques me semblent devoir être étudiées en historien pour essayer de comprendre comment s'élaborent justement ces catégories, pourquoi elles sont, par qui elles sont partagées, hein, bien sûr, puisque qui est-ce qui demande ces compétences, et qu'est-ce que c'est que ces compétences. Je vais essayer d'aller un peu vite. En retour, il me semble que si on analyse, et ça a bien sûr à voir, pardon, avec, je fais des allers-retours, mais ça a bien sûr à voir avec ce que je disais sur la formation des élites dans le monde arabe. Je pense qu'on a eu, et on n'a pas assez observé, pas assez écrit là-dessus, hein, des renouvellements d'élites forts dans le monde arabe qui justement collent à une demande internationale hein, d'élites compétentes, capables de gérer un pays. Hein. Donc ça c'est une des pistes sur lesquelles moi je veux travailler, et sur l'effet normalisateur hein, de ces, à la fois des formations d'élite, mais aussi des instances, enfin, de la manière dont les instances demandent à ce que le gouvernement puisse répondre à cette demande de normes. Je veux juste finir sur une anecdote, j'ai pas de conclusion, même provisoire, mais j'ai été très frappée de voir hier à l'ouverture de la Biennale deux œuvres qui étaient comme en écho. Celle de Kader Attia, je ne sais pas si vous avez tous vu, mais enfin il y a une œuvre, je vais vous la décrire, de Kader Attia qui fabrique des objets artisanaux maghrébins avec des restes de la Première Guerre mondiale, en particulier hein, des obus et des casques coloniaux, enfin des casques militaires, et travaille sur cette espèce de mélange qui donne une impression d'assez grande violence, produisant une œuvre qu'on pourrait dire tout simplement post-coloniale, hein, mais et puis l'œuvre de Eric Van Rome, hein, l'artiste belge, qui a fait donc travailler ici des artisans et leur fait reproduire des pièces de voitures Mercedes-Benz. Et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment comment, avec deux approches presque contraires, hein, c'est-à-dire d'un côté refabriquer de l'artisanat avec du reste de colonial, et de l'autre déconstruire l'idée, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, mais déconstruire l'idée de la délocalisation des petites mains en les faisant revenir à l'artisanat local. Ça m'a semblé très intéressant de voir comment ces deux artistes n'ont pas les problèmes que nous avons nous à lier le global et le local, et l'interprètent de manière extrêmement forte dans un art. Moi il me semble que c'est une des clés de compréhension de ce qui se joue, de ce que font les militants, les jeunes militants arabes aujourd'hui, mais aussi ailleurs. Et je pense que c'est, je sais pas, tout à l'heure en Syrie par exemple, des réappropriations très fortes d'une mémoire historique, mais qui vient tout de suite s'articuler à une situation très contemporaine et très ressentie. Voilà, je vous remercie.